place à notre deuxième table ronde, donc sur le thème qui va apparaître à l'écran sur stratégie, donc normalement ça va marcher, stratégie d'attractivité économique et touristique du littoral d'Occitanie-Est. Donc pour en parler, Guillaume Béroujon, membre du directoire de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon en charge du pôle développement, du pôle banque de développement régional, excusez-moi. Donc Guillaume, venez nous rejoindre, prenez place où vous le souhaitez. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Il y a aussi, alors je présente quand même ces 65 experts, 5 centres d'affaires et 4 filière, la Banque de développement régional de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon qui apporte des offres et des solutions en matière de financement, de trésorerie, d'épargne, d'assurance, de monétique, avec notamment des prêts green ou encore des supports de collecte pour flécher l'épargne de ses déposants vers les projets de transition environnementale des différents acteurs économiques du territoire. Vous comptez, je crois, Guillaume, 1200 collectivités clientes, 700 clients dans le secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et 1500 entreprises. Sébastien Frey, monsieur le maire, oui vous êtes là monsieur le maire, bonsoir. On peut l'applaudir, président de Héros Méditerranée et co-président de l'agence Blue Invest, partenaire de cette soirée. Bonsoir monsieur le maire, prenez place. Merci de nous accueillir ce soir dans ce magnifique palais des congrès, parce que j'avoue qu'il est quand même extraordinaire. Je crois qu'il date de 7 ou 8 ans, il est comme neuf. On accueille également Marc Aufort, associé fondateur Axilis, donc expertise comptable et commissariat aux comptes. Vous êtes également vice-président du tribunal de commerce de Béziers, vous employez 100 collaborateurs et votre siège est à Béziers, et vous êtes aussi implanté au Cap d'Agde, à Narbonne et à Clermont-Lérault. Vous accompagnez 3500 clients dans tous les secteurs d'activité, quand même une prédominance locale avec le tourisme, la viticulture, l'immobilier et le bâtiment. Et vous êtes également donc vice-président du tribunal de commerce de Béziers, comme je l'ai dit, et ex-président du MEDEF Béziers. Alors pour la région Occitanie que j'ai pas vu, oui vous êtes là, bonsoir Fadela Benamar-Colli, bonsoir Madame Benamar-Colli, vous êtes donc conseillère régionale, présidente de la commission internationale Europe et coopération pour la région, vous représentez Carole Delga ce soir et on vous remercie de votre présence. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Et Hugo Alvarez, il pourra se mettre là, Hugo. Oui. Hugo Alvarez, que j'ai vu tout à l'heure, qui vient d'arriver dans la région. Bonsoir, Hugo. Vous êtes le tout nouveau directeur de l'Office de tourisme du Cap d'Agde Méditerranée. Vous étiez auparavant sous-directeur observation prospective et stratégie d'Atout France. Merci beaucoup Sarah. Que ferais-je sans toi? Et vous venez tout juste de prendre vos fonctions, comme je l'ai dit. Donc, comme ici au Palais des Congrès, je crois il y a Valérie Laval qui vient d'être nommée directrice. Donc il y a du nouveau dans tous les outils d'attractivité du Cap d'Agde, autant de nominations qui avaient été révélées dans les indiscrétions. Peut-être un mot sur le climat des affaires d'abord, et après on va parler du littoral, du Cap d'Agde, de la stratégie d'attractivité. Mais d'abord peut-être le climat des affaires dans le prolongement de ce qu'on a entendu de la première table ronde au sein des entreprises que vous accompagnez dans vos activités respectives, Guillaume Béroujon et Marc Aufort. Quel est le climat des affaires, Guillaume Béroujon? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Qu'est-ce qui vous remonte du terrain? Alors on avait une tonalité extrêmement positive à la première table, je ne vais pas doucher l'enthousiasme ni l'ambiance, mais on s'aperçoit qu'il y a un attentisme, et ça a été dit quand même assez fort. Aujourd'hui il y a un contexte budgétaire qui est très incertain, des incertitudes toujours au plan fiscal. L'arrivée de Trump, ça n'a pas aidé, puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui les échanges mondiaux en biens et en services ils sont au ralenti, et donc ça génère des perspectives de croissance qui sont forcément plus faibles. Donc ce manque de visibilité aujourd'hui, il n'incite pas forcément les chefs d'entreprise à investir. On voit qu'il y a une consommation également qui ralentit. Or, c'est un moteur traditionnel de croissance très fort en France. Pour vous donner un éclairage, aujourd'hui, vous avez un taux d'épargne des Français
en moyenne de 19% du revenu disponible. C'est-à-dire que ça n'a jamais été aussi fort historiquement. Ça veut dire qu'il y a quand même de la défiance, un manque de confiance, et forcément ça a des répercussions. Après, on a, nous, la chance d'être ici sur un territoire qui n'est pas éloigné des autres au niveau global. Par contre, on a de vraies filières d'excellence plutôt servicielles. Je pense aux énergies renouvelables, je pense aux industries créatives et culturelles. Je pense aussi évidemment à tout ce qui tourne autour de la tech, et puis évidemment, on en parlera, le tourisme, qui sont peut-être des moteurs potentiels de croissance qu'on peut allumer et qui doivent nous inciter aussi quand même à l'optimisme. Et les perspectives 2026 en termes de volume de prêts, comment vous voyez venir deuxième semestre 2026, qu'est-ce que vous... Alors, sur le crédit habitat, on voit que la baisse des taux, la baisse des prix de vente, et l'immobilier est évidemment quelque chose d'important dans cette région, la production de crédit repart. On est à peu près dans toutes les banques sur une production du double de crédit habitat que sur la même période de l'exercice précédent. Donc ça veut dire que derrière, il y a des possibilités aussi pour les entreprises du bâtiment de faire des travaux de rénovation. Et donc ça, c'est un moteur évidemment important pour la région qui peut tirer la croissance. Néanmoins, sur le neuf, on va rester durablement calminé. On entre dans une année électorale avec moins d'autorisations administratives délivrées. Il faut du temps pour que ça reparte. Et sur la promotion, on voit bien que les promoteurs aujourd'hui essayent de déstocker leurs affaires parce qu'ils n'arrivent pas à commercialiser. Et ils vont taper à la porte des bailleurs sociaux pour qu'ils leur achètent en bloc leur programme. Merci Guillaume. La même question sur le climat des affaires avec votre prisme Ouest-Hérault de par les implantations d'Axilis et aussi le fait que vous êtes vice-président, je crois, c'est ça, du tribunal de commerce de Béziers. Donc vous avez des chiffres récents, des tendances. Oui, malheureusement. Alors je vais malheureusement non plus pas être très optimiste et très positif par rapport aux 4 chefs d'entreprise qui nous ont précédés. Effectivement, les chiffres sont compliqués. En 2024, on a eu le plus grand nombre de faillites en France, puisqu'on a atteint 66 000 procédures collectives en France. C'est un niveau record, ça n'a jamais été atteint. Et malheureusement, on est à plus 2,8% au 30 juin par rapport à 2024. Au 30 juin 2025, on est à plus 2,8%. Ce qui veut dire qu'on va encore battre un record avec peut-être 67 000, 68 000 dépôts de bilan cette année. Au niveau du territoire, dans l'Ouest-Hérault, on est exactement sur les mêmes statistiques. Au tribunal de commerce de Béziers, on est exactement sur les mêmes statistiques. Je crois qu'on fait un tout petit peu mieux. Il me semble de tête, j'ai relu tout à l'heure les statistiques du tribunal. Je crois qu'on est à moins 1% en contentieux et exactement équivalent en matière de procédures collectives. Les procédures collectives sont les redressements judiciaires et les liquidations judiciaires. Nous, on le constate également dans notre clientèle. On essaye d'aider au mieux nos clients pour sortir de ces impasses-là. Je ne vais pas revenir sur les secteurs en difficulté, la viticulture, le bâtiment. Un certain nombre de secteurs souffrent terriblement. Le message que je voudrais juste faire passer et qui est important pour tout l'écosystème et pour tous les chefs d'entreprise, c'est qu'une difficulté d'entreprise, elle se résout si elle est prise en amont. Et qu'aujourd'hui, il existe des procédures amiables de conciliation, de mandat ad hoc qui permettent à des entreprises de sortir de certaines ornières un petit peu difficiles. Mais pour ça, il faut venir tôt. Quand une entreprise vient au tribunal de commerce, dans 98% des cas, dans les 5 ans qui suivent, elles ont disparu. Quand elles viennent au tribunal de commerce, dans le cadre d'une conciliation, dans le cadre d'un mandat ad hoc, en prévention, dans 70% des cas, elles en sortent. Donc le message, s'il y a un message à faire passer, et que ce soit vis-à-vis des banquiers qui le savent très bien, ils sont très, très, très au courant de ces procédures-là, notamment la conciliation, c'est le seul moyen de renégocier le PGE, et ça se comprend tout à fait. Si on renégocie le PGE, ils perdent les garanties de l'État. Donc ce sont des sociétés privées qui sont là pour gagner de l'argent, et donc elles n'ont pas envie de perdre la garantie de l'État. Le seul moyen de se sortir de ces ornières-là, c'est la prévention. Donc je vous invite tous à communiquer là-dessus et surtout ne pas avoir peur d'aller devant le tribunal de commerce. Le président et le vice-président que je suis, nous recevons de façon tout à fait anonyme toutes les entreprises en difficulté, mais on n'en reçoit pas assez. Je crois qu'on a ouvert une procédure de sauvegarde sur l'exercice 2025 et 10 conciliations à Béziers.
pour 157 ouvertures de procédures collectives, pour vous donner les chiffres au 30 juin 2025. Et quel est l'état d'esprit des entrepreneurs? Quelle est la tendance? Alors malheureusement, fatigués, mais ils commencent à pousser des coups de gueule. Et je trouve que c'est bien, et j'ai apprécié les coups de gueule. Parce qu'à un moment donné, il faut se battre, il faut se faire entendre du politique. Le politique et l'administratif ont pris une part bien trop prépondérante sur la loi, et qui ne tient plus compte aujourd'hui des réalités de terrain. Aujourd'hui, Mathilde Boulachin parlait de la valeur travail, mais il y a quelle autre solution ? Quelle autre solution et quelle satisfaction à ne rien faire? Enfin bon, c'est des sujets qui sont profondément politiques, mais aujourd'hui, quel chef d'entreprise arrive à gagner sa vie sans travailler? Quel plaisir prendre à ne rien faire? Mais moi, je fais toujours un parallélisme entre le sport et le chef d'entreprise. Comment un sportif prend du plaisir? C'est pas dans l'entraînement, mais l'entraînement et l'effort qu'il va faire et tout le travail qu'il va fournir, l'accomplissement, ça va être la victoire. Et sans effort, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de satisfaction. Alors c'est un petit peu on ne peut pas rentrer dans un débat philosophique sur le sujet, mais moi je fais le parallèle avec le chef d'entreprise, avec le salarié. Et derrière son effort, derrière son travail, il va en récolter les fruits. Et on est là pour ça. Donc le chef d'entreprise, oui, il est fatigué, oui, il est fatigué par les normes, oui, on est écrasé par ça. Et quand je présente la loi de finances chaque année, je présente des absurdités qui s'empilent les unes sur les autres. Je ne parle pas du code de travail qui empile plus que les absurdités. Oui, il en a marre, mais par contre, je trouve que c'est un bon signe que de commencer à l'entendre. D'accord. Merci pour ce premier tableau, portrait dressé. Oui, après vous mettiez en opposition le fait que les intervenantes étaient plutôt positives et que le climat des affaires est plutôt morose, mais si leur business est plutôt positif, c'est aussi parce que elles disruptent, justement, pour reprendre le terme de la table ronde. Enfin, c'est pas pour rien que je les avais invitées quand même. Il y a une cohérence éditoriale, quoi. C'est parce qu'aussi elles innovent à l'intérieur de leur secteur et parce qu'elles innovent, peut-être qu'elles arrivent à tirer leur épingle du jeu. Enfin, peut-être, hein, j'en sais rien, mais c'est une analyse éditoriale. Lisons un peu ce que je dis, mais voilà. Ce sont des femmes, elles ont mais femmes ou hommes, mais là c'était des femmes, oui, c'est vrai. Mais, ouais, oui. Moi, en l'occurrence, bon, bref, 80% de femmes. Sur le tourisme, on est au Cap d'Agde, on est le 2 juillet, donc c'est un peu un sujet évidemment d'actualité. On va vous écouter, hein, bien sûr, Monsieur le maire et Hugo Alvarez, peut-être votre regard, pas extérieur, puisque vous êtes un acteur maintenant de l'économie régionale à part entière, mais vous avez passé plus de 20 ans, Monsieur Béroujon, en Bretagne, je crois, au sein du même groupe BPCE, donc la Bretagne, une région où il fait beau plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Donc, quel est votre regard là depuis un an, une grosse année que vous êtes là, 15 mois, je crois, sur la force de frappe de ce tourisme en Occitanie, dont les chiffres clés ont défilé à l'écran? Un écosystème extrêmement riche, divers, porteur. Je pense que c'est une des forces effectivement de ce territoire Languedoc-Roussillon. Le tourisme, c'est 10,3% du PIB, là où au niveau français, c'est 7,2%. Donc évidemment, ça veut dire qu'il y a une offre qui répond à la demande, hein, avec... je crois, je ne veux pas dire de bêtises, la région est présente, mais au global, on a 1100 hôtels, dont 640 classés tourisme. On a au niveau des campings 760 campings, 120 millions de nuitées l'année dernière, donc 25% sur le littoral languedocien. On a évidemment un climat, alors ça sera sans doute un problème demain qui est favorable, hein, parce qu'à un moment donné on n'est pas programmé pour vivre sous 40 degrés, donc ça peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure, mais ça peut devenir un handicap. On a une richesse culturelle également, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, qui permet de désaisonniser un petit peu l'activité et d'avoir d'autres pôles d'attraction que passer effectivement ses vacances à la mer. Donc je pense que déjà on a un terreau extrêmement favorable, et je crois que c'est Elsa Delfieux qui le disait.
lorsque vous donnez les moyens de faire monter en gamme vos hébergements, lorsque vous renouvelez l'expérience client, vous avez la capacité à attirer des vacanciers et ça se passe plutôt bien. Je crois qu'effectivement la pré-saison en juin, il y avait déjà un taux de fréquentation important et je crois que effectivement le taux de réservation est plutôt bien parti pour la saison estivale sur notre territoire et en particulier sur le littoral. Alors certes, la saison est plutôt bien partie. Après, là aussi, on ne va pas se mentir, il y a quand même l'Espagne qui gagne des parts de marché sur le tourisme. On n'est pas sur c'est un secteur hyper concurrentiel où tout le monde le sait très bien dans la salle et vous-même autour de cette table. Il y a une concurrence. Comment s'organiser, comment riposter. Là, c'est peut-être une question un peu que je pose à vous trois, Monsieur le maire, Hugo Alvarez et Madame Benna Marcoli pour la région Occitanie. Peut-être, Monsieur le maire, vous nous accueillez ce soir. Je vous passe le micro. Madame Benna Marcoli, on vous écoute ensuite sur comment pousser la marque Occitanie, pas le Cap d'Agde contre la Grande Motte, mais enfin le Cap d'Agde et la Grande Motte contre des destinations concurrentes étrangères. C'est un peu ça la clé. Tout à fait. Et je renvoie d'ailleurs votre question à ce qui fait l'histoire du tourisme dans notre grande région. C'est-à-dire que lorsque, en 1963, le président de la République, qui était le général de Gaulle, a décidé de créer la mission Racine, je le rappelle, c'était pour proposer aux Français en premier lieu et aussi aux populations, aux clientèles du nord de l'Europe, de s'arrêter sur le chemin qui les conduisait tout droit en Espagne, en Languedoc-Roussillon. Et donc plusieurs stations touristiques nouvelles ont été conçues, réalisées, dont la plus grande est le Cap d'Agde, et ça a marché. Puisque quelques dizaines d'années après, nous enregistrons pour la seule station du Cap d'Agde, alors qui est la plus grande de France par sa capacité d'accueil, puisque au mois d'août, dans la semaine du 10 août, mais dans les semaines aussi du mois de mai, nous nous en approchons, nous culminons à 250 000 personnes sur notre territoire communal. C'est important. Et donc, nous avons aussi plusieurs millions, plus d'une dizaine de millions de nuitées touristiques à l'année. Et donc, si on fait le parallèle, on se dit qu'aujourd'hui, notre premier concurrent, néanmoins ami, mais concurrent économique, est l'Espagne. Et d'ailleurs, l'Espagne fait du bon travail. Et il faut que nous le considérions de la sorte et qu'on y trouve une force, une émulation. Parce qu'aujourd'hui, l'Espagne grappille patiemment, année après année, des parts de marché. Pour autant, la France reste la première destination touristique au monde, devant l'Espagne, devant les États-Unis. Pour autant, et donc vous avez raison, un peu plus de 10% du PIB pour le tourisme dans notre département. En France, c'est 7,5%. Je considère que 7,5% du PIB aussi de la nation, ça mériterait que, au niveau national, l'intérêt porté par les politiques à la question du tourisme soit plus grand encore que ce qu'elle est aujourd'hui, mais ça c'est un vaste débat. Et donc, pour en revenir à l'Espagne, moi j'attire aussi l'attention sur le fait que nous sommes certes devant l'Espagne en termes de fréquentation, mais l'Espagne, comme les États-Unis, savent tirer un meilleur profit sur un plan économique de la fréquentation qui est la leur. Donc, et là, je rejoins ce qui vient d'être dit, parce que tout le monde sur la planète le sait. On est d'ailleurs, mesdames, dont je salue d'ailleurs l'énergie qui fait du bien. Vous êtes des chefs d'entreprise, c'est pas facile, mais vous avez une énergie qui fait du bien à entendre. Bravo et merci. Eh bien, on sait, on est les champions du monde des normes. 400 000 normes dans notre pays. Mais c'est évidemment bien trop. Parce que si l'Espagne arrive à tirer un meilleur profit de l'économie du tourisme que nous, qui sommes un pays exceptionnellement beau, c'est que les contraintes sont moins nombreuses et que faire du tourisme, passer ses vacances en Espagne, c'est plus simple que faire du tourisme et passer ses vacances en France. Ça, c'est le constat qui est tout à fait juste, compréhensible et bien posé. Quelle est la riposte? Enfin, c'est quoi votre plan? Peut-être au niveau Hérault-Méditerranée, Cap d'Agde, Monsieur Frey, Madame Benna Marcoli, le plan à l'échelle aussi de la région. Vous pouvez peut-être refaire un point d'étape. Où en est-on sur
le plan Littoral 21. Je reste avec vous et après Madame Benamarcoli, j'enchaîne avec vous. Pour rebondir brièvement et pour vous laisser la parole, Madame la conseillère régionale, et pour marquer peut-être une petite différence à ce qui a été dit par les intervenants qui m'ont précédé, moi je pense que dans la période qui est la nôtre, on ne peut pas être uniquement en mode gestion. Ça serait une grave erreur. Moi, je ne le conçois pas comme ça. Évidemment, la bonne gestion est une condition nécessaire. Elle n'est pas une condition suffisante. Loin de là, me semble-t-il. Et par conséquent, moi, je prône, je défends, je me bats pour que nous soyons tous, même dans les périodes où la visibilité est malheureusement réduite, que nous soyons en mode projet, avec une ambition qui nous dépasse. Et j'ai même envie de dire de manière très simple que c'est dans les périodes de crise, et on voit bien que les crises qui ont toujours existé sont de plus en plus nombreuses, ou en tout cas que leur fréquence est de plus en plus importante. Donc, habituons-nous à ça. N'imaginons pas que demain, tout d'un coup, les choses vont être beaucoup plus simples et que les crises vont cesser. Le temps accélère et les crises, par conséquent, sont plus nombreuses et plus fréquentes. Donc, habituons-nous à vivre dans cet écosystème plus difficile, avec la volonté d'être en mode projet et d'afficher une ambition importante. C'est ce qu'ont fait les dames qui nous ont précédés sur cette tribune, et c'est ce qui a été la condition, j'en suis sûr, de leur réussite. Donc notre territoire, qui doit être le poste avancé du tourisme français face à la concurrence internationale. Moi, je suis fier d'être le maire d'Agde et du Cap d'Agde, parce que je considère que nous avons une fonction et un rôle important à jouer. Nous devons être aux côtés, vous l'avez dit, Monsieur Vialat, de nos amis des stations voisines, aux côtés de nos amis du tourisme français, pour défendre ce qui est exceptionnel dans notre pays, notre savoir, nos paysages, notre art de vivre. Nous avons des chances absolument exceptionnelles. Eh bien, passons outre ces difficultés. Poussons les coups de gueule quand il faut les pousser, sachons faire entendre à ceux qui prennent les décisions au plus haut niveau de l'État et au Parlement qu'il nous faut moins de normes, et continuons l'aventure, parce que c'est comme ça qu'on créera l'avenir dont nous avons besoin. C'est aussi par des nouvelles communications, comme par exemple des communications à l'aéroport de Montpellier-Méditerranée sur le Cap d'Agde, oui. Pour les voyageurs qui arrivent. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même une innovation, et je crois que c'est depuis une semaine seulement. Oui. Voilà. Alors ça fera réagir peut-être mon ami conseiller régional, parce que les aéroports justement sont un sujet important pour la grande région d'Occitanie. Mais par exemple, moi je sais qu'il y a un ancien directeur de l'aéroport de Béziers ici dans cette salle. Je suis évidemment pour que l'aéroport Béziers-Cap d'Agde continue de se développer. On l'a pris, il y avait 25 000 visiteurs. L'année dernière, il a battu son record, 284 000 passagers. Mais pour autant, je le dis de manière très claire, où que je sois, je suis aussi pour que le Cap d'Agde renforce, développe le partenariat avec l'aéroport de Montpellier. Voilà, il ne s'agit pas de s'enfermer dans des schémas, il s'agit de s'ouvrir et de relever des défis et d'ouvrir des partenariats nouveaux. Merci. Madame Benamarcoli, pour la région Occitanie, donc pas forcément sur le constat, parce qu'il a bien été posé, je pense, mais en termes de stratégie, d'attractivité touristique, il y a le plan Littoral 21 qui date pas d'hier, puisque je crois que c'est même Manuel Valls quand il était Premier ministre. Donc ça date un peu, c'était en 2016 je crois, oui, qu'il avait lancé, puisque c'est État-région, hein, c'est bien ça. Où en est-on? Quelles nouvelles orientations? Qu'est-ce que vous souhaitez dire par rapport à comment réagir à tout ce qui a été dit déjà? Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vous qui me demandez, donc j'y vais. Je voudrais quand même juste revenir sur la valeur travail dont on a parlé et apporter aussi ma petite contribution à ce débat. Alors, je suis tout à fait d'accord, il faut travailler et il faut beaucoup travailler. Mais il ne faut quand même pas oublier que quand on peut, on veut aussi. Et là, alors, je m'explique. Je suis représentante de la région dans plusieurs conseils d'administration des lycées, parce que c'est notre compétence, nous nous occupons des lycées. Et je rencontre pas mal de lycéens qui ont 1 an d'avance, et ça arrive souvent quand on est en décembre, qui ont 17 ans, qui auraient besoin de travailler pour faire leurs études, mais qui ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas majeurs et que la réglementation est compliquée. Quand embaucher un mineur, c'est compliqué. Et je trouve que ce n'est pas un bon signal
que de dire à des jeunes qui sont dans la force de l'âge et qui ont toutes leurs possibilités physiques, non, tu ne peux pas travailler parce que tu as 17 ans et demi. Voilà. Donc ça, déjà, je trouve que l'entrée dans le monde du travail, elle n'est pas très bonne. Et deuxièmement, j'en connais aussi beaucoup qui posent des candidatures et qui ne reçoivent pas de réponse. Alors même si c'est une réponse négative, je crois qu'il faut toujours répondre. Alors, voilà, ça c'était ma petite parenthèse sur le monde du travail. Mais vous êtes là pour faire passer des messages aussi, c'est normal. Alors après, sur la question du tourisme... la question qui nous concerne aujourd'hui, la région Occitanie, c'est une région qui est assez récente, 6 millions d'habitants, 13 départements, 2 grandes régions, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Donc le mandat précédent, il a été question de faire entrer dans le cœur et dans l'esprit des habitants du territoire cette région Occitanie qui aujourd'hui existe véritablement dans nos esprits. Aujourd'hui, est-ce qu'elle existe auprès de nos visiteurs ? Il faut encore travailler. Et travailler, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire émerger cette destination par rapport à des destinations qui sont plus connues, comme par exemple la Bretagne, la French Riviera. Bon, c'est daté maintenant, la French Riviera, mais en tous les cas, dans l'imaginaire, c'est des destinations qui existent et qui sont bien ancrées. Donc la destination Occitanie, on y travaille, il y a plusieurs outils pour cela. Par exemple, nous avons un site qui s'appelle Choose It Occitanie, qui travaille à la fois sur le récit et puis nous travaillons également sur cette destination. Travailler sur la destination, ça veut dire aussi différencier nos territoires, mais travailler en collectif. Je m'explique. Il existe parfois des agglomérations ou des communautés de communes qui sont de très petite taille et il faut absolument travailler ensemble pour être identifiables. Si on veut que nos visiteurs ne fassent pas que passer et traverser et justement prendre la route pour aller en Espagne, eh bien, il faut pouvoir leur proposer des offres packagées, leur dire qu'ils peuvent passer 2 jours ici, 3 jours là, leur faciliter l'hébergement. Et je crois, ça c'est ma conviction sur le tourisme, c'est un domaine où il y a énormément d'informations et où on peut se perdre. Et il me semble qu'une des pistes, c'est l'efficacité dans l'information. Et je crois qu'on a encore du travail là-dessus. Vous avez parlé de l'Espagne. Je précise aussi, on a parlé de travail, travaillons l'accueil de nos visiteurs, c'est essentiel. Et des fois, ce n'est pas au point. Alors je le dis aussi parce que je suis élu local. Et voilà, quand les restos sont fermés, quand tous les restos sont fermés le dimanche et que nos visiteurs dans un musée ne peuvent pas aller se restaurer, bon, il y a un petit problème. Donc voilà, il y en a plein, il y a plein de pistes, mais en tous les cas, je voulais peut-être préciser celle-là. Et concernant le littoral, nous avons un contrat de destination littorale Méditerranée pour faire... on travaille sur cette mer active et cette mer protégée, sur ce littoral qui offre à la fois protection et un tas d'activités à la fois sportives et culturelles. Et puis, alors Hubert, je continue, nous travaillons aussi sur un tourisme intégré. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire ne pas, bien sûr, passer du temps sur la plage, c'est très agréable, mais on peut intégrer notre tourisme, notre séjour à du fluvial, à du thermalisme, à de la mobilité douce, prendre le train, prendre le vélo, et puis également à l'arrière-pays en permettant d'aller faire du tourisme culturel. Les mobilités, en effet, c'est important de le rappeler, enfin les mobilités douces, actives, puisque le littoral a pas mal été pensé quand même dans la mission Racine à l'époque du tout voiture, quoi. Donc il y a aussi un nouveau tourisme à inventer. Oui, Sarah, je suis bavard, je te laisse la parole un peu. Moi j'ai une question pour Hugo Alvarez, vous qui venez d'Atout France. Pourquoi vous avez tenté le Cap d'Agde ? On rappelle d'ailleurs que vous avez été recruté fin 2024 par Sébastien Frey. On ne me demande pas mon avis sur le tourisme. Non. C'est pas grave. Vous pouvez bien sûr dire un mot sur le tourisme. Non, blague à part. D'abord l'élément déclarateur, comme tout à l'heure, quoi. Enfin, mais quand vous êtes un professionnel du tourisme, le Cap d'Agde, c'est quand même une marque qui est quand même exceptionnelle. Et pour moi, ce qui m'a le plus attaché, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est la question des valeurs. Je trouve que Cap d'Agde Méditerranée, on a parlé de la mission Racine, on a parlé d'un tourisme populaire, c'est l'âge d'or d'un tourisme de masse. Et pour moi, je le dis souvent,
c'est une fierté, et je pense qu'il faut qu'on le défende et qu'on le rassume. Je pense que c'est une fierté pour le Cap d'Agde, ça l'a été dans les années 60. Vous travaillez dans les usines à Billancourt, à Évreux, et vous avez des petits salaires, vous pourrez partir en France, en Occitanie, avec en plus au même moment les transports qui se développaient, les autoroutes qui se connectaient, le TGV c'est venu un petit peu plus tard. Et ça correspond en tout cas au tourisme que j'ai envie de défendre, c'est-à-dire un tourisme qui est ouvert à tous, quels que soient les revenus. Au Cap d'Agde, vous avez des médecins, mais vous avez aussi des employés. Vous avez des familles, vous avez des mères célibataires, vous avez des dynasties, les grands-parents qui ont acheté leur résidence secondaire au tout début, les parents qui ont suivi, les petits-enfants. Et c'est quelque chose qui, en tout cas à titre personnel, me fait un petit peu vibrer. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais moi je me vois beaucoup moins défendre, par exemple, on parlait de la French Riviera, c'est moins mon tourisme, c'est moins ma conception et l'impact qu'en tant qu'acteur public on a envie d'avoir. On parle beaucoup de surtourisme, il y a trop de monde, certes, mais je pense que c'est un problème de riches. En France on est toujours grognon. Mais si on peut faire en sorte que plus de personnes, même en Occitanie, parce qu'on parle de surtourisme, on a encore 40% des personnes qui ne partent pas en vacances, le tourisme en Occitanie, qui est quand même une région avec beaucoup d'inégalités, aussi sociales, si on peut aller chercher plus de tourisme de proximité, si on peut, on va dire, persévérer dans cette tradition, tout en développant quand même des offres aussi sur tous les segments de gamme, mais également plus premium, je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant, et c'est pour ça que je n'ai pas hésité longtemps et pris mon baluchon pour le Cap d'Agde. Oui, justement, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre regard neuf, profitons-en. 3 mois après, quelles sont, du coup, vous avez commencé à en parler, mais quelles sont les nouvelles formes de tourisme qu'il faudrait anticiper pour le futur? Un rapport un peu d'étonnement, 3 mois après votre arrivée, c'est intéressant. Avant de parler de nouvelles formes du tourisme, je pense, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège en disant il y a tel tourisme expérientiel qui se développe, donc il faut aller chercher des niches. Le tourisme, c'est avant tout une économie de l'offre. On va être très marxiste, il faut un appareil de production. C'est pour ça qu'on a bien fonctionné ici, c'est parce qu'il y avait des interfaces de mobilité, il y avait une offre d'hébergement exceptionnelle, on a vu les chiffres, 260 000 lits en comptant les résidences secondaires, et par rapport au panorama qui était très brillamment dessiné par mes co-intervenants, il faut qu'on se projette dans cette géopolitique du tourisme et qu'on se dise qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'on développe comme offre pour être attractif dans les 10 ans à venir. Donc avant de se dire quelle est la niche sur laquelle on veut se positionner, c'est quels sont nos besoins en termes d'offres d'hébergement et de modernisation, quels sont nos besoins en termes de mobilité et quels sont nos besoins en termes d'adaptation à un climat qui change. Et ensuite, une fois qu'on a le socle, on pourra derrière développer, parce qu'on a cette chance ici. Ici, on parle beaucoup du Cap d'Agde, mais c'est Cap d'Agde Méditerranée, on est à 25 minutes de Pézenas, on a le canal du Midi. Historiquement, je pense qu'on est un territoire qui a un peu tourné le dos à son canal, alors que c'est une continuité verte, surtout de l'Occitanie, qui est fabuleuse, qu'on peut découvrir à vélo, qu'on peut découvrir avec du tourisme fluvial ou à pied sur certains tronçons. Donc étape 1, ce serait vraiment animer cette dynamique d'investissement pour développer, renforcer notre offre d'accueil, notre offre de transport. Et ce n'est pas que les transports longue distance, c'est aussi les véhicules légers, mobilité douce pour se déplacer au sein de la destination. Et ensuite, on pourra réfléchir justement aux niches sur lesquelles nous pourrons nous positionner. Et c'est là où va intervenir la dimension plus cœur de métier office du tourisme, c'est-à-dire la marque. La marque Cap d'Agde, vous pensez connaître le Cap d'Agde, l'Amnésia et les plages, vous ne le connaissez pas, parce que le Cap d'Agde, c'est aussi le théâtre illustre de Pézenas, c'est aussi la Criée du Gros d'Agde, où on a encore une des rares stations avec des activités de marins-pêcheurs, encore qui viennent décharger leur production. Et c'est toute cette politique. C'est du tourisme d'affaires ici même, comme ce type d'équipement, puisque d'ailleurs je crois que la Caisse d'épargne a fait sa convention des managers, je crois début juin ici même. Voilà, c'est du ça. sport. On a un golf magnifique, on a un grand terrain on a un espace de tennis qui le est golf, le tennis, le deuxième ou troisième mais qui sont peut-être qui sont pas, le Cap d'Agde n'est peut-être pas assez connu pour ça, c'est ce que vous me disiez. Enfin, il y a quand même une image très tourisme balnéaire. C'est ça qu'il faut travailler peut-être aussi. Il y a vraiment un enjeu de notoriété. On a une marque Cap d'Agde qui est vraiment un brise-glace. Quand j'ai des réunions
en France ou en Europe, de suite, les gens percutent et ça, c'est une chance. C'est-à-dire qu'on a quand même cette marque-là qui est fabuleuse pour aller chercher des nouveaux clients. Donc ça ouvre la première porte et maintenant, nous, Office, c'est la dynamique qu'on a lancée avec les clubs filières il y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on définit un plan de bataille. Un peu désolé pour le langage guerrier qui n'est pas très heureux en ce moment, mais il faut qu'on ait une posture plus commerciale, plus proactive. Voilà ce qu'on veut vendre. Et j'étais la semaine dernière avec des tours opérateurs d'Europe du Nord qui sont déjà des grosses clientèles. Pays-Bas, Allemagne et Belgique, et je leur dis mais vous vous rendez compte qu'on a le canal du Midi, on a des centaines de kilomètres d'itinéraires gravel, randonnée, etc. Et si vous aimez l'outdoor, on a des campings 5 étoiles dans lesquels vous pouvez... Et là, on voit la petite étincelle qui permet de vendre le produit. Et le message ou les attentes que vous auriez par rapport à la région Occitanie ou des acteurs bancaires comme la Caisse d'épargne ou autres, et la Caisse d'épargne en l'occurrence ici présent, enfin, quel rôle peuvent-ils jouer? Ils jouent déjà un rôle, qu'est-ce que vous attendriez d'eux, sur quoi vous allez travailler? Il y a déjà beaucoup d'outils qui fonctionnent très bien avec la région et je pense qu'il faut encore plus aller chasser en meute. Par exemple, sur un des réservoirs de croissance sur le tourisme, c'est l'Espagne. Ils nous piquent des clientèles, ça c'est certain, on l'a assez dit, mais ils viennent de plus en plus en France et ils viennent de plus en plus en Occitanie. Pourquoi? Parce que les Espagnols sont friands de 2 choses lorsqu'ils voyagent, c'est le patrimoine et la gastronomie. Ça tombe bien, on est plutôt bien lotis. Mais par exemple, les Espagnols, leur circuit, c'est plutôt de faire Carcassonne, Béziers et de partir à Nîmes. Et l'objectif, on en discute avec le CRT, c'est qu'il faut absolument, en chassant en meute avec le patrimoine historique languedocien qui vous amène de Rome au Qatar, en passant par tous les épisodes médiévaux, on va mettre Agde, cœur de ville, et ensuite Pézenas Grand Siècle sur la carte des parcours touristiques qu'on a envie de vendre aux Espagnols. Et sur la partie privée, on a parlé des investissements qui sont nécessaires. Donc on a un partenariat qui a été signé avec la mairie d'Agde et la Banque des Territoires. Juste pour donner quelques éléments de comparaison, l'Espagne a annoncé, post-Covid, avoir investi 1,4 milliard d'euros dans ses stations littorales. Pas mal quand même. Le Maroc, qui va accueillir la Coupe du Monde 2030, a annoncé des investissements entre 20 et 25 milliards d'euros dans son infrastructure touristique. Il y a des mobilités, et ça chiffre, on le sait bien, mais c'est juste pour vous donner un petit peu la compétition dans laquelle on s'inscrit. On sait que le public tout seul, maintenant, la mission Racine, on ne pourrait plus le refaire tel que ça a été fait. On sait que les investisseurs privés, et là je ne vais pas parler à votre place parce que c'est votre métier, l'hôtellerie de plein air, c'est ce que disait Madame tout à l'heure, c'est des segments d'actifs qui sont assez porteurs et assez rentables, surtout si on les accompagne d'une logique de montée en gamme et de diversification. Donc il y a vraiment un enjeu. Et nous, acteurs publics sur le tourisme, on peut raconter la grande histoire de dire, voilà, dans 15 ans, si on bosse bien tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme structure avec la région et les dimensions des grands sites. On veut construire ça, le Cap d'Agde 2040, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme crédit? Vous voulez rebondir, Guillaume? Je pense que effectivement, je partage. Il y a 3 enjeux majeurs selon moi. Le premier, c'est effectivement accompagner la montée en gamme des équipements, des hébergements. C'est pas incompatible avec le tourisme de masse de qualité, mais on voit bien qu'un positionnement plus haut de gamme, quelle que soit la nature de l'hébergement, c'est une garantie de fréquentation supplémentaire. Et Monsieur le maire le disait fort justement. À un moment donné, il y a autant de fréquentation, mais il y a un budget moyen alloué par le vacancier qui est moindre. Donc effectivement, c'est aussi la promesse d'un chiffre d'affaires supérieur. Il y a un deuxième enjeu pour moi qui est majeur, c'est la désaisonnalisation de l'activité, qui passe aussi peut-être par une offre renouvelée, une offre touristique axée peut-être plus sur le bien-être, sur la santé, des synergies à trouver avec d'autres filières d'excellence aussi du territoire. On a la viticulture sur notre territoire, on voit bien que l'œnotourisme est aussi un levier à actionner par exemple. Et le troisième enjeu, et le plus majeur, c'est effectivement l'adaptation du parc de logement aux défis environnementaux qui se posent à nous et aux préoccupations de plus en plus d'ailleurs écologiques intégrées par les vacanciers. Ça veut dire effectivement
rénover les équipements pour être moins consommateurs en eau. Ça veut dire aussi, je ne sais pas, installer des panneaux photovoltaïques en toiture de façon à avoir une autosuffisance électrique. Ça veut dire aussi isoler le bâti pour être moins énergivore. Et en fait, si on répond à ces trois enjeux-là, je pense qu'effectivement, on va pouvoir lutter avec les concurrents pas très loin de l'autre côté de la frontière et entretenir cette dynamique touristique, surtout quand on dispose d'une marque aussi emblématique que celle du Cap d'Agde. Merci Guillaume. Oui, alors un petit mot, on a parlé de résilience environnementale. Je voudrais rappeler que la région Occitanie est la première à avoir signé un pacte vert, première région européenne à avoir signé un pacte vert, et souhaite devenir la région à énergie positive à l'horizon 2050. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans toutes les politiques que nous portons, ça part du transport à l'économie, au tourisme, toutes les politiques qui sont les nôtres, nous mettons des éco-conditions à tous les dispositifs que nous proposons. Et nous voulons avoir des indicateurs, nous mettons en place des indicateurs qui sont très précis pour permettre l'accélération de la décarbonation de notre région. Alors, en l'occurrence, de façon très pratique, nous avons mis en place, je reprends mes petites notes, un AMI sur la rénovation des copropriétés et des meublés touristiques du littoral d'Occitanie. AMI, appel à manifestation d'intérêt. Voilà. Sur le territoire sur lequel nous sommes, depuis 2017, c'est 5,5 millions d'investissements qui ont été faits. Alors ça passe par le label Green Destination, qui est un label très reconnu au niveau européen et qui va nous permettre d'avoir encore plus de visiteurs sur le territoire. Donc on travaille sur cet appel à projet avec l'ADEME. Nous allons travailler sur le Cycling Hub, permettre de faciliter la vie aux cyclistes. On travaille donc sur ce contrat destination, j'en ai parlé. Et puis nous travaillons également sur un accompagnement en ingénierie pour permettre aux innovations de voir le jour et d'accompagner les entrepreneurs qui proposent des solutions qui sont plus résilientes sur cette activité qu'est le tourisme, qui peut être quand même assez énergivore. Et il y a des projets qui nous ont été présentés qui sont très intéressants. Donc ce travail-là, il nous incombe. Il nous incombe parce que préparer le tourisme dans 10 ans, comme on l'a dit, si rien n'est fait, plus personne viendra sur nos côtes. Il faut pas se leurrer. Il y a un article qui est tombé là, tout à l'heure, je crois, il y a moins de 2 heures, sur la Méditerranée, sur la hausse des températures. Alors bon, là c'est la minute pas rigolote, mais je suis désolée, il faut quand même qu'on parle des dangers qui sont les nôtres. Le trait de côte, vous en avez bien sûr entendu parler. 1/4 des plages d'Occitanie est concerné par l'érosion. L'élévation du niveau de mer à l'horizon 2100, c'est entre 60 cm et 1 mètre. La hausse de la température moyenne à l'horizon 2100, c'est entre plus 2 et plus 5 degrés. Donc c'est du vécu, on sort à peine là, de cet épisode caniculaire. Donc ce travail-là, il faut absolument qu'on le fasse et nous on travaille là-dessus. Et juste pour parler d'innovation, encore une petite seconde si vous permettez, il existe des outils qui existent, je pense à la Cité de l'économie et des métiers de demain, qui sont là pour vous permettre de développer des idées, de travailler sur l'offre touristique, par exemple. Sur la prospective. Sur la prospective. Et ça, c'est vraiment un endroit qui est unique en France. Donc, il faut se saisir, je crois, de cet outil. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Il y a eu, par exemple, très récemment, les jumeaux numériques, qui est un pendant aussi du tourisme et qui permet de passer du virtuel au réel. Et tous ces outils-là existent, ils sont à votre disposition. Il existe Realis aussi, qui permettent de mettre en place des formes innovantes au niveau du secteur du tourisme. Merci Fadela. Par rapport justement à ces élévations de température et à continuer à attirer des touristes dans des étés plus durs peut-être demain, cette convention signée avec la Banque des Territoires pour amorcer ce fameux sujet de la requalification des meublés touristiques, parce que ça fait quand même bientôt 25 ans malheureusement que je suis journaliste et ça fait bientôt 25 ans que j'entends parler de ce sujet. Donc là peut-être qu'il y a vraiment un début de solution. Vous pouvez expliquer en quoi ça consiste pour générer des financements Au Cap d'Agde ont été construits en à peu près 3 décennies 33 000 appartements.
qui donc dote notre territoire d'une capacité d'hébergement et d'accueil exceptionnelle et unique en France sur le littoral. Sauf que ces résidences, qui sont au nombre d'à peu près 350, ces 33 000 appartements, ont bien évidemment vieilli, ne répondent plus tous aux normes et aux attentes de la clientèle. Et donc, aujourd'hui, dans notre pays, première destination touristique de France, du monde, je le rappelle, nulle part sur le littoral n'a pu être engagé, pour des raisons justement réglementaires et de manque de moyens publics, le vaste chantier de la rénovation de l'immobilier de tourisme. Moi, je n'attends pas, quand je rencontre un député, un sénateur, un ministre ou le préfet, j'ai cessé de dire « donnez-moi de l'argent ». Je dis « aidez-nous, accompagnez-nous et laissez-nous agir ». Voilà, c'est déjà beaucoup. On en revient à la question des normes tout à l'heure. J'ai été entendu par monsieur le préfet de département, donc il y a quelques semaines. Nous avons signé en sa présence avec le directeur de la Banque des territoires d'Occitanie, donc une convention cadre qui pose en effet le contour de ce qui va être l'action qui va être engagée pour rénover l'immobilier de tourisme au Cap d'Agde. Cela a été essayé, expérimenté avec une certaine réussite en station de montagne, qui d'ailleurs en termes de lobbying, disons-le nous très clairement, sont bien meilleures que les stations du littoral. C'est absolument clair, il suffit d'ailleurs de regarder le nombre de ministres dans tous les gouvernements qui viennent de la montagne et le comparer à ceux qui viennent du littoral. Les échelles sont aussi évidemment bien plus réduites. Ce que je souhaite que le Cap d'Agde représente en termes d'exemple pour toutes les stations littorales de France, et j'espère que ce modèle pourra être dupliqué. J'ai écarté ce que d'autres d'ailleurs ont émis comme hypothèse de travail dans la réponse qui a été faite à la région Occitanie au titre de l'AMI. On ne va pas acheter 3 appartements pour en faire que 2, un peu plus grands. Il faudrait des décennies pour accomplir le travail que nous voulons réaliser. Par contre, nous sommes entendus pour prendre résidence par résidence les emprises qui permettent sur des espaces qui sont aujourd'hui dévolus à du stationnement par exemple, de couvrir ces aires de stationnement et permettre de créer de la richesse en créant du logement au-dessus, du logement neuf, du logement aux normes actuelles et répondant aux attentes de la clientèle de 2025 et des années qui viennent, pour créer de la ressource privée qui sera fléchée et réengagée pour rénover l'immobilier de tourisme qui a été bâti dans le courant de ces dernières décennies. Pour cela, nous avons besoin de l'ingénierie de la Banque des territoires, nous avons besoin du soutien de l'État. Nous ne demandons pas des dizaines et des dizaines de millions d'euros parce que ce chantier va coûter des centaines de millions d'euros. Mais ça sera de l'argent privé qui fera fonctionner des entreprises privées dans le but de rénover des résidences qui sont des copropriétés privées. Mais ceci servira à un intérêt général, un intérêt supérieur, qui sera l'intérêt général parce que notre territoire a besoin d'avoir une station rénovée dans ce qui concerne le logement pour être toujours concurrent des plus grandes destinations touristiques au monde. Merci Monsieur le maire. Guillaume Béroujon, pour enchaîner en effet sur les solutions et puis spécifiquement sur le tourisme, comment on structure l'accompagnement des professionnels du tourisme ? On apporte déjà de l'expertise. Je pense que c'est la base sur tous les marchés. Quand on est une banque, pour se différencier, il faut le faire. Et nous, on l'a fait déjà sur d'autres filières au niveau de la caisse d'épargne d'excellence du territoire, hein, la viticulture, la santé, les jeunes entreprises de la tech innovante. À chaque fois en créant une marque, hein, Vitibank, Territoire Santé, et puis Néo Business. Et ça, évidemment, une marque, ça suffit pas. Il faut derrière des hommes qui sachent de quoi ils parlent, qui parlent le même langage que les clients. Et donc, pour ça, il faut des experts, à la fois connaissant bien le territoire, chacun de leur territoire en proximité, et qui sont en mesure d'apporter aussi des solutions concrètes. Et donc, merci de me laisser cette tribune, parce qu'en fait, il y avait une filière d'excellence
qu'on n'abordait pas de cette manière-là, parce qu'on a quand même 300 clients camping et hôtels aujourd'hui dans notre portefeuille, mais on va lancer notre filière Solutions Tourisme là mi-juillet, avec 2 experts dédiés qui vont aller à la rencontre de l'écosystème, des acteurs, pour expliquer notre démarche, pour aller sourcer des projets afin de les accompagner. Et on a plein d'espoir sur la capacité effectivement à apporter des solutions spécifiques, sectorielles, en matière de financement, en matière d'épargne, en matière de monétique, en matière d'assurance. Et l'objectif, c'est que derrière, une fois que le client est conquis et satisfait, on puisse, selon sa localisation, le domicilier soit dans l'agence de proximité, soit dans le centre d'affaires de proximité, de façon à ce qu'il y ait quand même une conduite des affaires en proximité avec les clients, tout en pouvant recourir à l'expert toujours si on a de nouveau un besoin structurant. Donc je pense que c'est une organisation qui doit être adaptée à nos clients et en particulier sur le secteur du tourisme. Enfin, je pense qu'il faut qu'on apporte, nous en tant que banquier. Banquier, c'est quoi? C'est tous les flux économiques, ils transitent par nos livres. Nous, on collecte l'argent des déposants pour le reprêter aux agents économiques qui mènent des projets sur le territoire. Et on s'aperçoit qu'il y a la nécessité aujourd'hui d'intégrer cette dimension de transition environnementale dans son modèle d'affaires. Et nous, là, on est là pour aider les clients à le faire, soit avec des solutions financières, donc évidemment financer des véhicules moins émissifs, financer la rénovation du bâti, financer aussi le processus de décarbonation d'une entreprise industrielle. Et on se doit, comme ça c'est des coûts supplémentaires, d'apporter une solution également financière, et on le fait nous au travers des prêts à impact, c'est-à-dire qu'en fait on définit des critères extra-financiers avec les entreprises qu'on accompagne, et si ces critères-là sont atteints, par exemple réduire ses émissions GES, on bonifie le taux d'intérêt du crédit, de façon à ce que tous ensemble on soit engagés dans cette transition durable. Donc ça c'est des solutions concrètes qu'on est en mesure d'apporter. Évidemment à toutes les entreprises et en particulier au secteur du tourisme. Merci Guillaume. Marc, parce que vous avez été aussi président du MEDEF Béziers il y a quelques années seulement, et lorsque vous étiez président du MEDEF Béziers, c'était un peu sur le même sujet de l'attractivité. Alors là, c'était plutôt du Biterrois, mais bon, finalement, c'est l'Ouest Hérault. Pas du tout. Pardon? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'était pas Béziers. C'est le MEDEF littoral Béziers-Ouest Hérault. D'accord. Ça vient jusqu'à donc ça vient, voilà, qui est le délimité à partir de Marseillan jusqu'à la Malou et c'est qui pas redescend. Pas du tout, c'est pas que. Voilà. C'est pas bref, que. J'avais l'impression d'avoir Non, fait une. effectivement, En fin de table ronde, je peux faire des. Ça peut arriver de riper, mais là, oui, c'était bien. Vous avez bien été président du MEDEF Béziers, oui, c'est ça, d'accord. Et donc, il y avait une étude de Nicolas Bouzou qui avait été présentée il y a 4-5 ans sur l'attractivité du grand territoire, donc de l'Ouest Hérault, qui englobe Agde et Cap d'Agde. Dans les grandes lignes, sans refaire toute l'étude, est-ce que vous vous retrouvez dans ces propos? Qu'est-ce qu'il en était ressorti? Voilà. Alors moi, ça me fait extrêmement plaisir de constater ce qui s'est fait depuis. J'avais décidé de placer ce mandat sous le thème de l'attractivité du territoire, parce que je pense qu'on a la chance d'être dans un magnifique territoire. On est en bordure méditerranéenne, on a un arrière-pays qui est extrêmement beau, il y a beaucoup d'atouts et qui étaient sous-exploités. Donc j'avais fait travailler 200 chefs d'entreprise que j'avais rassemblés au Palais des Congrès, et on avait dedans Jean-Michel Beza, Louis-Pierre Angelotti, Michel Fréjaville, des gens, tous les chefs d'entreprise de la région, en fait de l'Ouest Hérault, qui avait réfléchi à ça. On avait fait des propositions à Nicolas Bouzou et qui nous avait rendu 60 propositions pour développer l'attractivité du territoire. Et moi aujourd'hui, quand je vois l'entrée du Cap d'Agde, quand j'entends parler de montée en gamme, c'est tout ce que Nicolas Bouzou préconisait. C'est-à-dire de la montée en gamme, c'est-à-dire d'utiliser nos atouts. Il faut travailler ce sur quoi on est fort, et aujourd'hui on le fait, et je trouve que c'est une très bonne chose. Alors ce que je regrette un petit peu, et quand j'entends les collectivités publiques au travers de l'Office du tourisme qui disent plan de bataille, il faut vendre.
pour un chef d'entreprise. Et si en plus on a les pouvoirs publics à côté, enfin, ou les collectivités locales qui nous disent qu'il faut vendre, là on a commencé à avoir gagné. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on a un clivage entre, pas un clivage, mais une séparation, et pas une coopération très forte entre le territoire de Béziers et le territoire d'Agde-Pézenas, alors qu'en fait on a 3 villes qui sont extrêmement complémentaires, avec beaucoup d'histoires. On pourrait avoir une attractivité bien plus grande s'il y avait une coopération, à mon avis, plus importante entre ces territoires, et parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que le lien routier entre Béziers et le Cap, il est catastrophique. Il est catastrophique depuis 30 ans. Enfin, moi, je vis sur le territoire depuis toujours. Et je suis allé plus jeune à l'Amnésia, et je venais de Nissan-les-Ansérunes. Le retour était, même en étant très raisonnable et en ne buvant jamais, évidemment. En rentrant de l'Amnésia, la route est dangereuse, elle est toujours autant. Et donc ce lien-là, je trouve un petit peu dommage qu'il ne soit pas exploité. Et après, la deuxième chose dont on n'a pas parlé, mais je sais que tout le monde l'a en tête, et c'est évident, c'est d'élargir la saison. Aujourd'hui, toutes les stations de montagne se sont développées autour d'une activité estivale extrêmement forte. À nous de nous développer dans une activité touristique tout au long de l'année. Et il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas exploités. Le canal du Midi est sous-exploité, le nautisme est sous-exploité, le sport est sous-exploité. Et je pense qu'on pourrait tout à fait créer des événements, le no-tourisme. Mais le no-tourisme, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette salle, cet endroit, d'accueillir tous les ans un salon des vins de très forte renommée, avec des sommités de la sommellerie, de l'œnologie? Qu'est-ce qui empêche? Et ça, on peut le faire en décembre, on peut le faire en janvier, on peut le faire en février. Mais il faut aussi que nos capacités d'accueil nous permettent de le faire. Il faut que nos campings aient l'autorisation d'ouvrir toute l'année. Parce que sinon, on est face à un mur. On ne peut pas. Combien il y a d'hôtels ouverts toute la saison au Cap d'Agde? Donc ce sont des vrais sujets. Et donc ces sujets-là, je trouve un petit peu... Voilà, dommage qu'on ne les ait pas exploités, mais sinon, dans l'ensemble, les propositions de Nicolas Bouzou, c'était essentiellement la montée en gamme et l'élargissement de la saisonnalité touristique. Et le canal du Midi, il parlait beaucoup du canal du Midi, je crois, qui était aussi, ce que vous disiez, qui était aussi sous-exploité. On n'a pas de lien entre la mer, le canal du Midi et l'arrière-pays. Oui, bien sûr. Oui. Allez-y. Oui. Je vais squeezer mon directeur, excusez-moi, j'ai cette autorité sur lui, je vais, vous avez le droit, vous êtes son patron. Faire usage. Non, excusez-moi Hugo. Je veux rebondir sur ce que vous dites avec ce à quoi je souscris totalement, c'est-à-dire la nécessité de reconsidérer notre offre touristique dans le cadre d'une promotion 4 saisons. C'est absolument indispensable. Et d'ailleurs, on va aussi être très modeste. Il ne s'agit pas d'inventer un concept nouveau. C'est une tendance qui est en train de se mettre en place depuis quelques années. Vous avez des chiffres qui le montrent On voit bien que les périodes printanières et automnales, depuis un certain nombre d'années, montent. Alors même, d'ailleurs, et on le constate encore cette année, que le mois de juin et le début du mois de juillet sont un peu en retrait par rapport à ce qu'ils étaient il y a une décennie. Donc le tourisme de 4 saisons est une nécessité. Enfin, il est nécessaire que nous l'accompagnions parce qu'il est en train de se mettre en place. À nous, pouvoirs publics et entreprises privées, de nous mettre en synergie pour en tirer le meilleur profit. Et on a la chance, vous l'avez dit, je vous rejoins, d'avoir un territoire exceptionnellement beau qui est doté des qualités qui nous permettent de présenter et de construire cette offre touristique 4 saisons. Avec Béziers, avec le maire de Béziers, moi j'ai absolument aucun problème, on travaille sur un certain nombre de sujets et que les liens entre nos deux agglos soient renforcés, c'est absolument souhaitable. Que la route départementale, qui était une route nationale, ne soit pas doublée, c'est malheureux, on le fait chiffrer, c'est 150 millions d'euros. Cela dit, pour vous rassurer un peu, le département dont les finances sont pas au mieux a décidé de continuer les études et mènera ici au mois de septembre ou octobre, la phase de concertation publique en vue de doubler justement cette fameuse route qui relie Béziers et le Cap d'Agde. Enfin, je voudrais vous rassurer aussi, c'est bien qu'on se rassure. Moi, j'aime bien être rassuré par les banques, par les représentants des entreprises, je tâche aussi de le faire. Le no-tourisme au Cap d'Agde, on a le plus grand salon œnotouristique de France en plein air, voilà, qui réunit 100 viticulteurs, donc 100 entreprises de notre Vinocap, pour pas le citer. Vinocap, soutenu par la région, que je remercie. Et d'ailleurs, je voudrais terminer
mon propos qui se voulait rapide, et je laisserai à M. Vialat le soin après de redistribuer la parole. Je suis désolé d'être intervenu aussi brutalement, mais pour évoquer un sujet qui me semble très important, que nous n'avons pas évoqué. Madame la conseillère régionale a évoqué ce que cela concernait, la formation. Voilà. Moi, je pense, j'ai mis 5 grandes orientations en matière de développement touristique. Promotion d'un tourisme 4 saisons, transition écologique, accessibilité à notre territoire, rénovation de l'immobilier de tourisme et formation au métier du tourisme. Je pense qu'on a un grave déficit sur notre territoire, dans l'Ouest Euro, en matière de formation au métier du tourisme, dont nous sommes pourtant une vitrine et une capitale. Voilà. Donc ça, et là je me tourne vers la région et vers sa présidente pour demander que la région nous accompagne pour améliorer le niveau de qualification de nos jeunes et de nos moins jeunes, pour améliorer leur employabilité. C'est absolument essentiel pour avoir un tourisme. J'aime pas trop le terme monter en gamme, je suis désolé que ça fait un peu snob. Je préfère dire que nous voulons un tourisme de qualité pour toutes les clientèles, parce que nous avons la chance ici au Cap d'Agde de nous adresser à toutes les clientèles, de celles qui sont modestes jusqu'à celles qui ont la chance d'être les plus argentées. Toutes viennent passer pour des raisons différentes quelques jours de leurs vacances au Cap d'Agde. On n'est pas sur des niches, on est une station touristique capitale qui a la capacité à proposer une offre diverse et complète. Merci. Sur la formation, Fadela? Alors, sur la formation, je ne veux pas me dédouaner, mais simplement rappeler une chose. Il y a eu une réforme sur la formation, et rappeler aussi que nous ne sommes pas maîtres des filières dans l'éducation nationale. On donne notre avis sur les filières technologiques, mais pas plus. Mais par contre, on fait partie, bien sûr, du dialogue. On prend part à ce dialogue. On n'est pas toujours écouté. Je l'entends, je le ferai remonter. Il y en a cependant de plus en plus, peut-être moins ici, là, sur le territoire, et c'est parfois pas toujours adapté, mais en tous les cas, moi je constate qu'il y a de plus en plus de formations sur ce volet-là. Et préciser une dernière chose, nous avons contracté un pacte pour l'embauche. Et dans ce pacte pour l'embauche, il y a 50 mesures. D'ailleurs, c'est des mesures qui ont été prises en concertation avec le milieu de l'entreprise. Nous permettons à des jeunes qui souhaitent travailler dans le secteur touristique des formes d'hébergement qui sont plus simples, des accès, par exemple, temporaires à l'automobile, etc. On essaie de leur faciliter aussi l'accès à ces emplois, soit par la mobilité, parce qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Quand on n'est pas dans la métropole, c'est peut-être un peu plus compliqué de se déplacer. Si vous voulez faire, par exemple, Béziers, l'Odève-Béziers, c'est très compliqué en transport en commun. Donc, on essaie de permettre ces choses-là. Et puis après, tous les salons qu'on met en place pour permettre aux entreprises qui proposent des jobs, parce que c'est souvent des jobs, on ne va pas se mentir, quand on est sur du bas de qualification, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Oui, juste et je terminerai là-dessus. Là, on est OK sur le diagnostic, on a la vision, et c'est vraiment une chance, je pense, d'avoir une vision partagée comme ça. Maintenant, nous, Office, je fais un petit teasing, on vous proposera, parce qu'avec tous les acteurs du tourisme, on est en train de créer un plan d'action, concrètement, montée en qualité, formation, promotion, événementiel, sur chacun des sujets dont je vous ai parlé, le sport, la culture, le tourisme d'affaires. Vous présenter à l'automne ce qu'il faut mettre en place dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années pour pouvoir atteindre ce noble objectif, et vraiment du concret, pour que derrière, et attention, ce n'est pas un plan de communication uniquement Office, c'est un plan de communication, un plan de travail qui va impliquer tous les acteurs. Et pour moi, l'Office, j'ai parlé de Marx, je vais terminer par une citation de Cantona qui disait, quand on lui demandait quel était son plus beau but, vous n'attendez pas à celle-là. Cantona, c'est un ancien joueur de football, parce qu'il y a quand même des plus jeunes. Là, il a joué à Montpellier, pour ceux qui connaissent très bien sa fiche. Mais ce n'est pas le sujet. Qui est un joueur mythique, même s'il n'a jamais été champion du monde, mais qui est mythique aussi pour ça. Exactement, et qui a dit... Moi, je commence à m'inquiéter sur les références révolutionnaires du directeur que j'ai recruté, parce que Karl Marx, Eric Cantona, waouh. Non, là je reste sur le purement footballistique en disant... Et qui taclait ses adversaires au genou aussi, quoi. Et les supporters. Qui disaient que mon plus beau but, c'était une passe.
lui demandait, je ne vous le fais pas avec l'accent, mais quel est le plus beau but que vous avez marqué? Ben non, en tant que joueur, le plus beau but que j'ai fait, c'était une passe. Et nous, en tant qu'office collectivité, il faut qu'on crée les conditions pour que derrière, on ait les hébergeurs, les gestionnaires d'activité, les acteurs des mobilités qui puissent suivre le plan d'action. On n'a pas la prétention de tout savoir, mais d'être au moins l'agitateur pour répondre à toutes ces ambitions. Ben, c'est une superbe référence, vous m'avez touché au sentiment là, en parlant de foot. Peut-être plus sérieusement, juste pour conclure, rassurez-vous, on va poursuivre les échanges autour du cocktail, hein, c'est prévu. Mais bon, on a un petit peu débordé, mais parce que vraiment c'est très intéressant, je trouve quand même tous ces échanges. Sur deux sujets d'infrastructure très importants qui concernent votre territoire, monsieur le maire, et pour lesquels la région investit, c'est à la fois les éoliennes en mer et puis la LGV Montpellier-Béziers. Bon, on l'appelle Montpellier-Perpignan, mais on va d'abord l'appeler Montpellier-Béziers, puis après on verra. Vous êtes concerné par ces deux projets très importants pour l'économie du territoire. Rapidement, votre position, la LGV Montpellier-Béziers, dont les travaux sont prévus de 2029 à 2034. Il n'y a pas de gare nouvelle ici, mais enfin ça va concerner le territoire quand même. Les futures éoliennes en mer, hein, les parcs commerciaux, c'est peut-être un sujet sensible. Quelle est votre position là-dessus? Voilà, c'est intéressant. Je vais vous répondre sans langue de bois et rapide et de manière claire et concise. Sur la LGV, j'y suis complètement favorable. Je considère qu'on ne peut pas être une destination touristique leader en Europe et dans toute la Méditerranée si nous sommes la seule région à ne pas être dotée d'une ligne grande vitesse. Je sais les débats que cela nourrit, d'ailleurs pas très loin d'ici. Je suis pour ma part complètement favorable à la création de cette ligne nouvelle Montpellier-Perpignan qui, d'ailleurs, je le dis, il faut que ça soit bien compris de tous, c'est un doublé de lignes et ce n'est pas une suppression de la ligne existante. J'y suis complètement favorable. Pour être tout aussi clair sur l'autre sujet à propos duquel vous me questionnez, l'éolien, moi je suis favorable au développement des énergies photovoltaïques. En revanche, je déplore, je regrette que le site situé entre le Cap d'Agde et Gruissan ait été retenu pour y implanter un parc éolien offshore. Parce que je considère que si près des côtes, alors on est à 25 km de notre littoral, cela vient impacter notre paysage. Je sais qu'il y a des technologies qui permettent, parce qu'on parle d'éolien offshore, donc elles ne sont pas ancrées dans les sols. Et elles sont flottantes, ouais, comme on l'a vu sur les visuels. Ouais. Elles pourraient être reculées plus loin de nos côtes, de manière à ne pas impacter notre paysage, parce que le tourisme, c'est d'abord, on l'a dit tous, d'abord les hommes et les femmes qui vivent sur notre territoire et les paysages qui sont les nôtres. Voilà, donc je crois que ça ne va pas venir embellir sur le trait d'horizon qui est le nôtre, le paysage que veulent venir découvrir nos amis touristes et vacanciers. Concernant la LGV, effectivement, le ferroviaire, c'est un pilier des politiques qui sont portées par la région. Je rappelle que le 1er juin, nous avons réouvert une ligne qui était fermée depuis 2014 et qui relie Montrégeau à Luchon. Et ça, il faut savoir que dans les 10 dernières années, sur les 3 lignes qui ont été ouvertes en France, 2 l'ont été en Occitanie. Et ça, c'est pas rien. Réouvrir les petites lignes, c'est participer à la justice sociale. On y est très attaché, tout comme on est attaché à la mise en place de formations autour des métiers du ferroviaire. On y croit dur comme fer. Vous savez, toute la politique qu'on met autour du transport gratuit pour les scolaires, le premier week-end gratuit, des billets à 1 euro, les premiers week-ends du mois pour permettre des déplacements touristiques, etc., etc. Je ne vais pas développer toute la politique ferroviaire qu'on met en place. Concernant l'éolien offshore, je l'ai dit tout à l'heure, le pacte vert, ça veut dire le développement du mix énergétique, ça veut dire le développement de cette filière d'hydrogène vert sur lesquelles nous sommes pionniers en Occitanie. Vous dire si on aurait pu le reculer ou pas, je ne peux pas vous apporter la réponse. J'irai la chercher, j'irai poser la question, évidemment. Après, faire du 100% satisfait pour tout le monde, c'est toujours compliqué, mais je vais prendre des renseignements. Je ne sais pas comment vous les donner à vous, peut-être que M. Vialat donnera ça dans ses indiscrétions, dans sa newsletter, mais je pense qu'il y a des bonnes raisons pour cela.
Elles sont flottantes, peut-être qu'on arrivera à les déplacer. Bon, je ne veux pas aller plus loin parce que là, je vais dire des choses que je ne maîtrise pas, mais j'irai prendre des informations et vous les donner. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Je suis désolée sur ce sujet-là. Merci. Oui, autre question, Marc Aufort, je sors maintenant des rails et des éoliennes offshore. Facture électronique, ça concerne tout le monde. Est-ce que vous pouvez faire un petit point d'étape pour les entrepreneurs qui sont dans la salle ? Là, on bascule sur un autre monde. Ah, complètement. Oui, je sors des rails, je sors de... Je savais pas où le caser. Ouais, la partie la plus et drôle. je me suis dit, tiens, collé, voilà. C'est pas obligatoire. Hein. Non, mais Et avant l'apéro. la facture. Alors c'est une révolution qui, malheureusement pour les chefs d'entreprise, malheureusement pour moi et heureusement pour vous les chefs d'entreprise qui êtes dans la salle, allez vous faire gagner de l'argent et moi en perdre. Je m'explique. On a du mal à vous croire là quand même. Dit comme ça, ça part mal. Mais... La facture électronique, en fait, il y a 2 dates à retenir. 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à TVA vont devoir être en mesure de réceptionner les factures au format électronique. Pas des formats PDF, des factures au format standard électronique. Vous allez devoir pour ça souscrire à une plateforme de dématérialisation, dite PDP. Vous allez tous être obligés de prendre une plateforme. Les banques vont vous les proposer, les assureurs vont vous les proposer, les fournisseurs de logiciels vont vous les proposer. Surtout, ne prenez rien. Discutez avec votre expert comptable parce que suivant vos activités, suivant vos besoins, suivant que vous importez, suivant que vous exportez, suivant que vous travaillez en local, suivant que vous avez tel ou tel logiciel, une plateforme sera plus adaptée qu'une autre. Il y en a 81 qui ont été recensées à ce jour. Donc surtout, collaborez avec votre expert comptable, déterminez les besoins ensemble, vous ferez un choix en début d'année 2026, vous le testerez et vous serez en mesure de recevoir toutes les factures, tous les assujettis à TVA. Vous devrez tous recevoir, tous, le restaurateur, le commerçant, la boîte de BTP qui fait 200 millions de chiffre d'affaires, toutes les boîtes devront recevoir au 1er septembre 2026 les factures au format électronique. Deuxième date, 1er septembre 2027. Là, c'est là que tout bascule. C'est là que on va perdre de l'argent. Là, à partir de là, vous allez tous, quel que soit votre niveau d'activité, 50 000 euros, 500 000 euros, 500 millions d'euros, 5 milliards d'euros, vous devrez tous être en mesure d'envoyer vos factures au format électronique sur votre propre PDP. Et votre propre PDP va envoyer ensuite à votre client la facture sur sa boîte, sur sa plateforme de dématérialisation, sur sa PDP. Et tout ça va faire que les factures vont être émises, comptabilisées automatiquement à l'émission, comptabilisées automatiquement à la réception. Et mieux que ça, vous allez avoir un contrôle fiscal permanent. Permanent, parce que votre plateforme, elle va informer l'État que vous avez émis une facture à destination de tel client pour 100 euros plus 20 euros de TVA. Donc du coup, ça va pré-remplir votre déclaration de TVA et les experts comptables n'auront plus de déclaration de TVA à faire. Et c'est une très bonne chose. Et c'est une très bonne chose, ça n'a aucune valeur ajoutée pour vous, vous en foutez complètement. Voilà. Et à nous de nous adapter, à nous de changer notre métier, et ça c'est un autre sujet, mais en tout cas pour la facture électronique, c'est quelque chose qui va faire gagner beaucoup d'argent aux sociétés, parce qu'elles vont gagner du temps, elles vont gagner efficacité, elles vont avoir des équipes qui vont avoir plus de temps pour travailler sur des sujets à forte valeur ajoutée, et non pas simplement comptabiliser des factures et déclarer une TVA collectée, une TVA déductible et payer la TVA tous les mois. Ça sera juste à 99,9% et précis. Merci Marc. Juste un tout dernier mot, monsieur le maire, sur l'état d'esprit qui est le vôtre, et on va partir à l'apéro avec cet état d'esprit. Vous disiez, je crois, en février, c'était la conférence de presse sur l'emploi, d'ailleurs, qui était à Bessan, à Gigamed. Vous l'aviez commencé comme ça m'avait un peu marqué. Faut éteindre la télé. Il y avait quelque chose derrière, enfin, c'est-à-dire un état d'esprit, retrouvons le goût de l'optimisme, et que finalement, les solutions sont pas si loin, en fait. Je résume de mémoire, mais c'est un peu ce que vous vouliez dire, je crois. Bah oui, parce que en fait, pour tout vous dire, moi ça fait un petit moment que j'ai arrêté de regarder les chaînes d'information en continu. La dernière fois que je l'ai dit sur une tribune d'ailleurs, c'était en présence de Jacques Attali, il n'a pas très bien pris. Mais c'est la vérité, parce que je pense que c'est des machines à anxiété. Ça donne envie de partir vivre, enfin je sais pas, dans les contrées les plus éloignées. On devient misanthrope, quoi. On se dit, mais on ne peut plus croire ni en rien, ni en personne. Donc moi, alors que
Je le disais tout à l'heure de ma première intervention, parce que je veux le dire tout de suite, je ne veux pas louper une occasion de partager ce sentiment qui m'anime, que même dans les périodes de crise, et dont je redis qu'elles seront nombreuses, c'est comme ça, et c'est pas grave, il nous faut faire preuve d'ambition, d'énergie. Ça a été dit par les 4 femmes qui sont chefs d'entreprise qui nous ont précédés ici, et c'est comme ça que l'on construira l'avenir qui sera le nôtre, qui sera celui aussi des générations qui nous suivent. Et d'ailleurs, vous voyez, Hugo Alvarez donc, nous a rejoint le 10 mars de cette année. J'ai recruté et qui a pris ses fonctions le 2 juin, la directrice de ce palais des congrès. Comment je les ai choisis? Je les ai choisis, sens de l'humour, ouais, parce qu'ils sont compétents, tous les deux, évidemment, très compétents, parce qu'ils ont une expérience malgré leur jeune âge et donc un carnet d'adresses et un savoir-faire qui a été vérifié, mais surtout parce que l'un comme l'autre, ce sont des compétiteurs. Voilà. Moi, je veux m'entourer de personnes qui ont envie de croquer les marchés, qui ont envie de construire l'avenir et de se débarrasser de toutes ces mauvaises ondes pour dire, nous, on y va, on sait qu'il y a des solutions et on va les construire avec vous tous. Merci, ça fait une belle conclusion. On peut les applaudir, on peut vous applaudir. Merci beaucoup à tous les 5. Je vous propose peut-être, comme tout à l'heure, de venir sur le rebord de la scène pour la photo prise par Eric, notre photographe. Mettez-vous au bord les uns à côté des autres. Je vous laisse. Voilà, il est là, parfait. Et merci donc à toutes et à tous. Merci aussi à nos partenaires, donc Blue Invest, Région Occitanie, la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, Axilis, la Ville d'Agde et l'Aglo Héro-Méditerranée. Et Agence HV remercie également l'équipe du Palais des Congrès du Cap d'Agde, Héro-Méditerranée et Blue Invest pour leur aide en amont et leur accueil quand même ce soir. Donc je nomme aussi Catherine Colliche, Anne Compagnie, Bruno Palot et Pascal Peintre. Et on restait sur scène et on invite aussi nos 4, c'est nous ce soir, nos 4 entrepreneuses à remonter sur scène pour une photo tous ensemble, une photo collective. On peut tous les applaudir. Merci à vous pour votre patience, votre écoute. J'espère que les débats ont été à la hauteur de vos attentes. On remercie aussi, tout à fait nos prestataires, le traiteur Chef Amy, Éric Durand et Robin Trubner pour les photos, parce qu'il y a 2 photographes, en effet, l'agence Colette pour les hôtes et hôtesses d'accueil. Merci Sarah, c'était un plaisir d'avoir co-animé avec toi ce soir. Plaisir partagé, c'était Et donc en effet, chers amis, on se retrouve au salon panoramique. Donc c'est au dernier étage. Ce sera sur un fond de musique soul et jazzy avec le trio Menta Fresca. Et après Vinocap, en effet, on en a parlé tout à l'heure, donc un mois après, qui a été quand même un très gros succès en termes de fréquentation, l'agglomération Héro-Méditerranée, l'Office de tourisme du Cap d'Agde et l'association La Route des Vignerons et des Pêcheurs vous offrent une sélection de leurs meilleurs vins. Donc vous pourrez aussi déguster des bières locales de la brasserie artisanale du Brescou. Et aussi du vin sans alcool de Chavin qui s'est habilement immiscé dans cette dégustation. Si vous voulez boire de l'alcool ou du sans alcool, il y a de tout. Voilà, et pour votre info, c'est ce week-end la 3e édition de la Grande Brasserie ici au Cap d'Agde, avec modération, bien sûr. Et petit détail technique pour vous rendre à l'espace panoramique, c'est au 4e étage, je crois, monsieur le maire, je ne sais plus. Alors certes, il y a des ascenseurs, mais comme on est un petit nombre, il y a aussi les escaliers pour la gestion des flux. Les plus courageux peuvent prendre peut-être, si ça ne les dérange pas, les escaliers pour répartir un peu les flux et qu'il n'y ait pas un gros bouchon au niveau des ascenseurs. Voilà.